Et pour cette nouvelle émission, focus sur le programme Oser l'export. Il s'agit d'un nouveau dispositif dans lequel le gouvernement propose des actions fortes pour accompagner les entreprises à l'international. Découvrons ensemble toutes ces mesures et surtout comment en bénéficier. Et comme nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau une avocate, nous aborderons également le volet juridique du commerce international. Et pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Je suis ravi d'accueillir sur notre plateau Maître Laurie Bru. Bienvenue. Merci Jérôme. Alors vous êtes avocate et docteur en droit. Tout à fait. Julien Couchouron, bienvenue également sur le plateau de MP l'émission. Et vous êtes chef de service industrie à Business France. Tout à fait. Bonjour Jérôme. Alors Julien, pour commencer, pouvez-vous déjà nous présenter Business France ? Bien sûr. Alors Business France, c'est l'opérateur pour l'internationalisation de l'économie française. Nous avons au sein de Business France 3 missions principales. La première mission, une mission d'export, qui est d'accompagner les PME et ETI françaises dans leur développement à l'international. On conseille, on informe les entreprises sur l'actualité des marchés à l'international, on les oriente vers les marchés porteurs et puis on les accompagne sur ces marchés. La deuxième mission, dans le sens inverse, qui est une mission de promotion de l'attractivité de la France, où l'on va prospecter les investissements étrangers pour les accueillir en France. Et puis notre troisième mission, c'est la gestion du VIE, qui est le volontariat international en entreprise, qui permet à des jeunes talents de 18 à 28 ans d'effectuer une mission professionnelle en entreprise à l'étranger pour le compte d'une entreprise française. Et donc pour effectuer toutes ces missions, Business France s'appuie sur un réseau de 1500 collaborateurs en France et à l'international. En France, ce sont via des conseillers internationaux qui sont un petit peu partout dans les territoires et qui constituent un véritable guichet unique pour les entreprises françaises. Et à l'étranger, nous comptons à peu près 76 implantations dans 57 pays différents, ce qui nous permet d'avoir une couverture globale d'environ 110 pays. D'accord. Alors pourquoi le gouvernement a-t-il souhaité lancer ce nouveau dispositif Oser l'export ? Alors, il y a quelques années, le gouvernement avait mis en place un plan de relance pour venir en soutien des entreprises françaises au moment de l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, on considère que cet épisode est derrière nous. Et donc, le gouvernement a souhaité donner un nouvel élan justement pour accompagner les entreprises françaises à gagner des parts de marché à l'international. D'où ce plan Oser l'export, qui a une ambition et un objectif très clair, qui est d'atteindre le cap des 200 000 entreprises exportatrices françaises à horizon 2030. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est à peu près à 146 000 entreprises exportatrices, donc ça nous donne une belle marge de progression. Et donc ce plan Oser l'export, il se décline en 13 mesures qui sont articulées autour de 3 axes, 3 priorités. Le premier, c'est d'investir dans l'humain et les territoires. Le deuxième, c'est de faire gagner la France à l'international, à l'export. Et le troisième, c'est de préparer l'avenir. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Alors Julien, parmi les nombreuses mesures du dispositif, j'aimerais déjà qu'on aborde celle concernant la possibilité d'embaucher un volontaire territorial de l'export. Alors effectivement, le volontariat territorial de l'export, donc le VTE, c'est une des nouvelles mesures du plan Oser l'export. C'est un outil RH visant à soutenir les PME et ETI qui souhaitent enclencher une internationalisation depuis la France. Donc concrètement, ce dispositif, il doit permettre aux entreprises françaises d'engager un jeune talent, que ce soit un alternant, un CDD, un CDI, pour effectuer une mission en lien avec une problématique export, mais depuis la France. Donc très concrètement, ce VTE se matérialisera par une aide qui pourra aller jusqu'à 12 000 €, plafonnée à hauteur de 50% des dépenses liées au coût global de la mission du VTE. D'accord, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, les critères d'éligibilité et les modalités pour faire la demande d'aide pour le VTE sont en train d'être définis et doivent être annoncés en janvier 2024. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que ce dispositif s'adressera aux PME et ETI au sens européen du terme. D'accord. Alors Laurie, je me tourne vers vous. Est-il opportun de créer une filiale à l'étranger pour exporter ces produits ? Tout dépend de l'objectif recherché ainsi que de la législation de l'État vers lequel on souhaite exporter ces produits. Chaque État a ses particularités. Certains États limitent la possibilité pour les étrangers d'accéder au capital social des sociétés locales. Il faut alors trouver un associé de la nationalité du pays de destination des produits, ou alors collaborer avec d'autres entreprises par intermédiaire d'une joint venture. Le risque est de perdre le contrôle de la filiale
Il y a aussi un risque de blocage de la prise de décision en cas de conflit d'intérêts entre les associés. Il faut donc se montrer particulièrement vigilant au moment de la rédaction des statuts de la filiale ou du contrat de collaboration. La création d'une filiale peut être opportune pour une entreprise qui veut véritablement avoir une activité locale, notamment pour la fabrication ou la commercialisation. En revanche, elle n'est pas forcément nécessaire pour une PME qui souhaite simplement exporter ses produits. À ce moment-là, il vaut mieux trouver un partenaire pour l'expédition ou alors pour la commercialisation sur place. Il peut s'agir de distributeurs, d'un importateur ou d'un agent commercial. À ce moment-là, la rédaction de contrats internationaux est suffisante. Merci Laurie. Julien, des aides sont accordées aux entreprises qui exposent dans des salons professionnels, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors quelles sont ces aides et surtout comment en bénéficier ? En effet, si on regarde, pour commencer, les événements qui ont lieu en France, il y a un nouveau dispositif qui est mis en place par le plan Oser l'export qui s'appelle « L'export commence en France ». Donc ce dispositif, il consiste à inviter chaque année près de 700 acheteurs étrangers sur 30 à 35 événements professionnels majeurs qui ont lieu en France pour justement organiser des rendez-vous, des programmes de rendez-vous avec des entreprises françaises qui participent à ces événements-là. Alors on peut citer quelques salons quand même. Effectivement, on a quelques rendez-vous prévus pour le premier semestre de l'année 2024, à commencer par le salon iVolution dans le secteur de l'hydrogène qui aura lieu à Paris à la fin du mois de janvier. On aura également les salons Global Industrie, toujours à Paris au mois de mars, ainsi que le salon GEC World dans le secteur des composites, également à Paris au mois de mars. L'idée, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur la tenue de ces gros événements en France pour finalement mieux organiser le matching entre la demande que l'on capte à l'étranger et l'offre que l'on a en France. Donc ça, c'est pour la partie des événements en France. Ensuite, si on regarde les salons professionnels à l'étranger, on a l'État qui a augmenté la part de la subvention publique accordée au pavillon France opéré par Business France sur ces salons internationaux majeurs. L'idée de cette subvention, c'est vraiment d'intervenir en tant que bouclier anti-inflation contre la hausse des coûts que l'on a constaté sur l'ensemble des salons depuis le Covid. Et je pense que c'est important de préciser aussi pour les entreprises qu'il n'y a absolument aucune démarche administrative à effectuer pour pouvoir bénéficier de cette subvention, puisque cette subvention a d'ores et déjà été intégrée dans la construction budgétaire de nos événements, ce qui fait que les offres tarifaires qui sont proposées par Business France aujourd'hui tiennent déjà compte de cette aide de l'État. Très bien, merci Julien. Laurie, dernière question avant la seconde partie de cette émission. Quels sont les principes de base à respecter lorsqu'on négocie un contrat international? Y a-t-il des pièges à éviter? À l'international, les enjeux sont généralement plus importants qu'au niveau national. Il y a toute la logistique qui est plus importante. Parfois, la nécessité d'adapter les produits au marché local. Il faut aussi tenir compte de la problématique des droits de douane. Et enfin, les quantités commandées sont généralement plus importantes. Et donc, il faut être particulièrement vigilant au moment de la rédaction d'un contrat international. Si le contrat est rédigé dans plusieurs langues, il peut y avoir des divergences d'interprétation entre les différentes versions. Et donc, il faut prévoir une clause pour faire primer une version sur l'autre, pour ne pas avoir de difficultés. Il est aussi pertinent de choisir la loi qui sera applicable au contrat. Je précise qu'il peut s'agir de la loi d'un État tiers à la transaction. Certains systèmes juridiques sont plus adaptés que d'autres certains types de transactions. Et choisir la loi d'un État tiers peut aussi être un bon moyen de choisir une loi lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leur loi nationale. Donc dans ce cas, on désigne celle d'un État tiers. Il faut aussi savoir qu'un procès est généralement long, coûteux et aléatoire. Donc il est particulièrement recommandé d'insérer une clause dans le contrat pour que les éventuels litiges puissent être réglés par la conciliation ou par l'arbitrage. Dans tous les cas, quand on rédige un contrat international, il faut faire attention à toutes les dispositions qui pourraient potentiellement s'appliquer en cas de conflit. Donc il faut tenir compte des conventions internationales, mais aussi de la loi de l'État de l'exploiteur, de la loi de destination des produits, mais aussi des droits nationaux de l'ensemble des États par lesquels la marchandise va transiter. Il
faut faire attention aussi au droit américain qui a tendance à s'impliquer dans des transactions qui ne concernent pas particulièrement les États-Unis. Tel peut être le cas si le prix de la transaction est payé en dollars, ou alors si les biens concernés sont des biens à usage militaire ou des biens à double usage. Enfin, il est important pour un contrat de vente de prévoir des techniques de garantie de paiement, ainsi que de se référer aux Incoterms pour les modalités de transport, de livraison et d'assurance, et également pour déterminer le lieu où s'opérera le transfert des risques entre le vendeur et l'acheteur. Merci pour ces premières précisions. Alors, si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors Julien, une des mesures qui figure dans le dispositif Oser l'export concerne les plateformes de e-commerce, les marketplaces. Alors comment accompagnez-vous les entreprises à se valoriser sur ces grandes plateformes? Alors déjà, aujourd'hui on fait le constat qu'en 2025, on aura près de 80% des interactions entre des acheteurs et des fournisseurs B2B qui s'effectueront via des canaux numériques. Ce qui nous montre déjà qu'il faut vraiment qu'on accélère justement la visibilité des solutions françaises sur ces nouveaux canaux de vente que sont les marketplaces. Donc pour cela, le plan Oser l'export prévoit la mise en place de 2 nouveaux outils qui vont s'adapter aux différents niveaux de maturité des entreprises françaises avec ces marketplaces. Le premier outil, c'est une marketplace donc, qui s'appelle la Marketplace Business France, qui va s'adresser aux entreprises les moins aguerries à cette notion de e-commerce. L'idée, c'est de pouvoir justement les aider à référencer leurs produits sur cette marketplace développée par Business France. C'est une marketplace qui, pour l'instant, regroupe des entreprises de 3 filières essentiellement, sur des cosmétiques, de l'agroalimentaire et des produits type vin et spiritueux, mais qui a vocation à être vraiment ouverte à l'ensemble des filières à partir de l'année prochaine. Y compris l'industrie mécanique. Y compris les industries mécaniques et l'ensemble des segments de l'industrie. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, pour les entreprises peut-être les moins matures. Cette nouvelle plateforme modernisée, elle doit être lancée en fin d'année 2023, début d'année 2024. Et ensuite, pour les entreprises qui sont un petit peu plus matures sur la notion de e-commerce, l'idée, c'est un travail que nous effectuons actuellement, c'est de référencer les principales marketplaces généralistes ou spécialisées que l'on observe dans le monde entier et de permettre aux entreprises françaises justement de pouvoir y exposer leurs produits et leurs solutions via des pavillons France digitaux entre guillemets. Donc là aujourd'hui on a déjà une marketplace qui est mondialement connue sur laquelle on propose justement de référencer les entreprises françaises, c'est Alibaba.com qui est la plateforme B2B de référence au monde sur justement donc qui est plutôt généraliste. On a d'autres projets qui sont beaucoup plus sectoriels cette fois, avec des projets déjà existants, notamment 2 marketplaces auxquels je pense que sont WLW, qui est une marketplace allemande, mais qui rayonne vraiment sur la zone germanique, puisqu'elle adresse aussi les marchés autrichiens et suisses. Vous avez également la marketplace Jigoodtech, qui est une marketplace industrielle japonaise. Et puis, une dernière marketplace qui est en cours de développement et qui devrait être bientôt lancée, donc une marketplace existante, qui est Virtual Expo. Virtual Expo qui est une marketplace française, mais vraiment à rayonnement international puisqu'elle existe en 9 langues. Et Virtual Expo aujourd'hui est déclinée en 6 marketplaces sectorielles, dont une qui sert le monde de l'industrie et qui s'appelle Direct Industrie. Alors Laurie, comment une entreprise peut-elle être sûre que son produit respecte bien la législation du pays où il est exporté? L'un des moyens les plus simples est de s'appuyer sur les normes techniques. Les organismes de normalisation élaborent des spécifications techniques qui détaillent les caractéristiques du produit, notamment en matière de qualité, de performance, de compatibilité, interopérabilité, de respect de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Les normes internationales élaborées par l'ISO sont généralement insuffisantes parce qu'elles ne constituent que le plus petit dénominateur commun entre les États. Donc il vaut mieux s'appuyer sur la normalisation nationale de l'état de destination des produits. Une exception toutefois concerne les marchandises qui sont destinées au marché de l'Union européenne, parce que les normes NF sont généralement, pour la plupart d'entre elles, les transpositions de normes européennes. Or, si un produit est conforme à une norme européenne harmonisée qui revêt le marquage CE, il peut circuler librement sur tout le territoire de l'Union européenne. Donc,
dans le cadre du marché européen, le principe de libre circulation des marchandises ainsi que l'absence de droits de douane facilitent considérablement les échanges. Très bien, merci Laurie pour ces explications. Alors Julien, on connaît le plan France 2030, mais il y a désormais un volet export dans ce plan qui rappelons-le, vise à développer la compétitivité industrielle et des technologies d'avenir de nos entreprises. Alors parlez-nous de ce volet export du plan France 2030. Alors c'est vrai qu'on a constaté que le plan, en tout cas les lauréats du plan France 2030, ne bénéficiaient pas d'un accompagnement export dédié. C'est pour ça que le 3 octobre dernier, Business France et le SGPI, donc le secrétariat général pour l'investissement qui pilote la mise en œuvre de ce plan d'investissement, ont signé une convention de partenariat qui permet de définir Business France comme le véritable opérateur pour internationaliser France 2030. Donc concrètement, Business France 2030, ça va être un programme justement d'accompagnement de ces lauréats France 2030 qui vont permettre à ces PME ETI lauréates de bénéficier d'un accompagnement sur mesure sur une durée de 30 mois qui vont leur permettre justement de définir et de mettre en œuvre une stratégie de développement à l'export. Donc très concrètement, ça veut dire que Business France va ouvrir son catalogue de prestations à ces lauréats France 2030 et ça va se matérialiser de la manière suivante, c'est-à-dire que ce plan d'accompagnement France 2030 sera subventionné, sera pris en charge à hauteur de 50% dans la limite d'un plafond de 100 000 € de prestations d'accompagnement Business France. Laurie, dernière question avant de conclure l'émission. Donc j'aimerais qu'on aborde la question justement des brevets. Comment nos PME françaises peuvent-elles limiter les risques de contrefaçon à l'étranger ? Il est important de breveter ces inventions dans tous les États sur le territoire desquels on souhaite commercialiser ces produits. Un brevet est toujours efficace et nécessaire, en particulier dans les États dans lesquels la propriété intellectuelle n'est pas réellement respectée en pratique. Il s'applique en général la règle du premier entrée, premier protégé. Il faut être réactif face aux contrefacteurs, montrer que on souhaite se prévaloir de sa protection en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les contrevenants. Car la copie est un moyen facile d'obtenir un produit attirant à faible coût. Et donc les contrefacteurs sont d'autant plus incités à agir que le titulaire du droit de propriété intellectuelle agit peu ou mollement. Les lois nationales de la plupart des États comportent un volet protection et sanctions très efficace qu'il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre. Le libellé de brevet peut être problématique s'il donne trop de détails qui permettent de reproduire l'invention. Donc la rédaction du brevet est tout un art. Il faut en dire suffisamment pour pouvoir bénéficier de la protection, mais ne pas trop en dévoiler. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Laurie, Julien, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique MP les News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. L'industrie embauche toujours. NHIC recherche un tourneur. CGPO un superviseur usinage et un responsable supply chain. Et Ratier Figeac Collins, un opérateur centre d'usinage. Beaucoup de sous-traitants dans l'industrie mécanique sont à la recherche de personnel qualifié. Retrouvez toutes ces offres d'emploi sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Les entreprises investissent toujours dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer Chaudronnerie Marmonnier qui a réceptionné une rouleuse croqueuse AMB Pico, made in France. Fayol Chaudronnerie, un système modulaire Trumpf. Et Helios Précision, une machine à tailler à folder. Sandvik Cormand va apporter des équipements et des connaissances en usinage à 4 centres de la Fab Academy du pôle formation UIMM Pays de Loire. La société Cléa décroche un contrat américain pour la fabrication de batteries de voitures électriques. Pujol Frères, spécialisé dans la mécanique de précision, ajoute à son savoir-faire la construction métallique et la chaudronnerie grâce à l'achat de Someca. Fortero a annoncé l'acquisition de l'espagnol Abbas Business Solutions. Le Cimodec, salon du décolletage et de la fabrication mécanique de précision, fêtera ses 70 ans d'existence en 2024. Beaucoup d'emplois disponibles dans nos belles industries, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous.
si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production, sur le site machineproduction.fr. Laurie Bru, je rappelle, vous êtes avocate et docteur en droit. Julien Couchouron, chef de service industrie à Business France, merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de MP l'émission. D'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. À très vite.